Comme tous les ans, l'Université de Pau et des Pays de l'Adour participe à cet magnifique événement. Les idées mènent le monde, donc comme vous le savez, cette année est dédiée au sujet de reconstruire, se reconstruire. Et mes 4 collègues de l'université, qui se présenteront, je pense, eux-mêmes, vous parleront justement d'une construction très importante pour notre ville et notre agglomération de Pau, qui est l'université, et ils vous présenteront donc les 50 ans que durent et les 50 ans pendant lesquels a évolué cette université. Et je leur laisse la parole. Merci bien. Donc, en effet, le sujet, c'est bien celui-ci. Alors, ce n'est pas un sujet qui va concerner seulement l'université de Pau et des Pays de l'Adour, hein, et uniquement la ville de Pau. On va essayer d'élargir, puisque vous allez le voir hein, au fil des discussions que nous allons pouvoir avoir avec nos invités. Pau centralise une université multisite, donc c'est une université à l'échelle d'une région, enfin région au sens géographique, hein, non pas administrative. Donc c'est quelque chose qui va véritablement nous intéresser. Dans le thème qui nous intéresse aussi, hein, reconstruire, se reconstruire, vous allez voir, l'université de Pau a une histoire en profondeur, on va dire, en profondeur historique. On va partir à un moment donné, vous allez voir, on va partir du XVIe siècle. On ne s'en rend pas compte, mais en effet, il y a déjà des prémices au XVIe siècle. Donc on va partir de très loin, et c'est véritablement une entreprise, c'est une œuvre. C'est une œuvre lente, progressive, avec des chaos, vous allez voir, avec des avancées fulgurantes. Et justement, pour en parler, j'accueille, alors je vais le faire dans l'ordre, les présentations ne vont pas être véritablement dans l'ordre géographique, c'est-à-dire de positionnement des sièges, mais je commence par la personne qui a dirigé, qui se présente généralement comme un chef d'orchestre, et il a raison, vous allez voir, on va parler des musiciens qui ont justement joué, chacun une partition dans cet ouvrage qui nous permet justement hein, de partir, hein, c'est notre socle véritablement de l'entretien d'aujourd'hui. Donc je parlais de Victor Pereira, qui est au centre, Victor Pereira, maître de conférences en histoire contemporaine, et qui également, à l'époque où donc la commande du président de l'université était passée, le président Mohamed Amara, Victor était également la personne en charge, le directeur des presses universitaires de l'université de Pau. Donc voilà, c'est à ce titre en grande partie qu'il a orchestré cet ouvrage. À ses côtés, nous avons Jean-Yves Pouillot, qui est professeur des universités en géographie et qui a également participé, et l'un des solistes, je dirais en particulier, sur un thème particulier qu'on aura abordé dans cet ouvrage. Et je finis par Laurent Jalabert. Laurent Jalabert est professeur des universités en histoire contemporaine. Et je ne sais pas, je n'ai pas calculé le pourcentage, mais Laurent Jalabert s'est attaché en grande partie à travailler sur l'histoire même de l'université, en dépouillant, je ne sais pas combien non plus en termes de kilos, tu pourras peut-être nous dire, les archives qui ont été collectées pour cet ouvrage. Alors, avant d'aller plus loin, avant de poser des questions, je me tourne vers Victor Pereira pour comprendre la genèse de cet ouvrage, non seulement la genèse, mais aussi le fonctionnement. Comment, en l'espace d'une année et demie, en plein environnement Covid, comment on peut réussir à, je ne connais pas non plus le poids, mais je dirais
2,3 kg, 2,5 kg. Comment fait-on un ouvrage pareil sur un sujet aussi vaste? Merci. Comme tu l'as dit, le livre résulte d'une commande. En décembre 2019, le président de l'université de l'époque, Mohamed Amara, m'a demandé en tant que directeur des presses universitaires de penser à un livre pour les 50 ans de l'université, qui était prévu l'année suivante. Fin 2019, on ne connaissait pas encore très bien le pangolin, que ce soit lui responsable ou pas, mais on était à une période où on pensait qu'on pourrait travailler aisément pendant plusieurs mois. Et l'idée du président était double. D'une part, et si vous feuilletez le livre, vous le retrouverez facilement, c'était de rédiger, à l'université, il y a des historiens, des géographes, des sociologues, des anthropologues, des personnes qui connaissent très bien le territoire des Pays de l'Adour, et donc d'en faire une sorte de profiter de ce moment pour que les connaissances accumulées à l'université puissent être connues par nos propres collègues, mais aussi par un public plus large, et d'autre part, se saisir de cette opportunité pour faire l'histoire de l'université. Il y avait déjà des choses qui avaient déjà été un peu faites, ce n'était pas un territoire totalement vierge, mais d'essayer de faire l'histoire, de faire un peu le point sur 50 ans pour voir ce qui a été fait et ce qui reste à faire ou ce qu'on peut faire dans le futur. Et j'avais un avantage, un inconvénient, ça dépend comment on le regarde, c'est que je suis normand et je n'ai pas du tout été étudiant à l'université de Pau, je n'ai pas été doctorant à l'université de Pau, je suis juste venu, entre guillemets juste, en tant qu'enseignant quand j'ai été recruté il y a 10 ans. Et donc pour moi, je n'ai pas été acteur historique de cette histoire, et je l'ai un peu pris comme n'importe quel sujet que j'aurais pu aborder en tant qu'historien, qui est ma profession, d'histoire contemporaine. Et donc très très vite, je me suis dit, où est-ce que je peux trouver des sources sur cette histoire? Alors évidemment, il y a un autre élément qui va jouer, c'est que très rapidement, il y a le confinement, et aller voir des personnes, et notamment des personnes âgées, pour leur demander un témoignage à l'époque du Covid, ce n'était pas vraiment la chose la plus indiquée. Donc c'est une chose qu'on n'a pas vraiment pu faire, hélas. Mais pendant les quelques semaines qui ont précédé le confinement, j'ai eu la chance de pouvoir aller aux archives, comme font tous les historiens. Et là, on a trouvé des pléthores. Donc tu parlais de kilomètres, on parle bien de plusieurs kilomètres. Les archives départementales. Beaucoup de choses passent par le préfet, aux archives municipales, et je pense qu'on parlera du rôle très important de la municipalité de Pau, aux archives départementales également à Bayonne, parce que les archives départementales dans les Pyrénées-Atlantiques ont cette particularité d'être à Pau et à Bayonne, mais aussi aux archives nationales, à Pierrefitte-sur-Seine, où là vous aviez les échanges avec le ministère, et un autre fonds qui était très très utile, qui sont les fonds de la presse, bien évidemment, et non, la République des Pyrénées, Sud-Ouest, offre beaucoup de choses. Et enfin, je t'ai oublié de le dire, les archives de l'université, bien évidemment. Et donc, à partir de ces fonds, on a pu... Alors, maintenant, je ne sais pas si vous travaillez en archives, ou pour faire des archives, pour faire des histoires, on peut le faire dans différentes perspectives. Maintenant, la grande chance, c'est qu'on peut prendre des photographies dans les archives, avec son téléphone portable, chose qu'on ne pouvait pas faire il n'y a même pas 10 ans, on n'imaginait même pas ça. Et donc, j'ai pu faire des milliers de photos. Et ensuite, chef d'orchestre, j'étais aussi, excusez-moi l'expression, un dealer. J'ai envoyé des fichiers à mes collègues en fonction de leur spécialité, notamment à Jean-Yves sur son chapitre, les mouvements sociaux, etc. Et donc j'ai transféré cela. Et ensuite, donc, le rôle de chef d'orchestre, c'était donc de constituer un sommaire, de trouver des intervenants, à une époque où tout le monde était très très occupé. C'est-à-dire que le confinement, les cours ne sont pas arrêtés. Il a fallu se reconstruire en tant qu'enseignant hybride, ou non, avant d'être hybride, on était en ligne. Et donc faire des cours sur Teams, qui est un logiciel que tous les enseignants du PPA adorent ou détestent tous les deux en même temps, qui nous a permis de continuer à faire cours pendant la période du confinement. Et donc tout le monde était très très occupé, donc souvent c'était sur leur temps, leur week-end et quand on ne pouvait pas sortir, justement. Et donc ensuite, de récupérer les textes. Donc il y a 68 contributeurs différents, donc vous imaginez l'ensemble d'échanges de mails que ça peut constituer. Et ensuite de faire différentes moutures, de les relire, d'essayer d'harmoniser le tout. Et une des choses qui me tenait à cœur également, c'était d'éviter que ce soit seulement un livre des enseignants sur l'université. Parce qu'effectivement, l'université, c'est des enseignants, mais c'est aussi des étudiants. Des anciens étudiants, peut-être que parmi vous on en compte, mais c'est aussi différents types de personnel. Alors, l'université adore les acronymes, ce qu'on appelle maintenant les BIATS, qui ont été un temps les IATOS, et je vais pas faire l'histoire, la généalogie de ces termes, mais aussi le regard des gens extérieurs qui collaborent beaucoup avec nous, notamment les collectivités locales. Et donc j'ai voulu que ce soit un regard avec différents points de vue sur l'université,
et qui ne soient pas seulement des enseignants sur l'université. Et enfin, je rendrai la parole, des photographies, comme vous le verrez. Il y a de très très nombreuses photographies. Donc là, j'ai pu utiliser des fonds de la presse, des fonds d'université, des fonds pris par des étudiants, donc un ensemble de fonds différents pour avoir différents regards sur l'histoire de cette université. Alors, ce que tu disais, Victor, justement, sur l'intérêt que peuvent avoir également les acteurs locaux. Ce n'est pas un livre, en effet, qui a été écrit exclusivement à l'attention des enseignants, voire des étudiants, mais qui peut concerner tout le monde. Et en effet, je peux le confirmer, depuis hier après-midi, sur le stand des presses universitaires, les gens qui feuillettent ce livre, alors bien sûr, ce sont des gens qui espèrent retrouver leurs enseignants, des visages connus, éventuellement une photo de promotion, mais aussi, nous avons des professionnels, des gens qui étaient donc chez... à l'époque Elf Aquitaine, Total aujourd'hui, qui viennent chercher également des laboratoires avec lesquels ils ont travaillé. Donc ça c'est important, c'est-à-dire que dans l'histoire récente, on va dire, de l'université de Pau et des Pays de l'Adour, il y a quand même cette collaboration, ce soutien, cet appui du tissu, on va dire, économique local. Et là je me tourne peut-être vers Laurent Jalabert. Donc dans les dernières années, enfin je veux dire... Je ne sais pas quand est-ce qu'on peut situer l'origine véritablement, mais disons, allez, l'appui majeur des politiques et des acteurs économiques. Alors Laurent Calgarin, qui ne s'est pas présenté, qui est directeur des presses de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, est historien de l'Antiquité. Donc quand on parle des 30 dernières années ou 40 dernières années, pour lui, c'est un temps qui est tellement court. Donc oui, l'université est devenue un établissement public autonome, a conquis son autonomie en 1970, donc le cinquantenaire dont parlait Victor, mais il y avait une tradition antérieurement à l'UPPA qui remonte à l'époque moderne, ça a été dit, au XVIe siècle. Puis, comme toutes les universités en France, après la dissolution de la Révolution française, il a fallu attendre plusieurs dizaines d'années pour que l'on retrouve à Pau une antenne de l'Université de Bordeaux, à partir de la Libération, après la Deuxième Guerre mondiale, où là, progressivement, se sont reconstitués ce qu'on appelait à l'époque des centres universitaires, et puis des collèges universitaires, et puis, globalement, ça va se transformer en faculté. Mais disons, entre 1945 et mai 68, on est dans une période dans laquelle l'Université de Pau reste très dépendante de Bordeaux. C'est un établissement qui dépend de l'Université de Bordeaux et qui forme des étudiants dans les grandes facultés telles qu'elles existent, le droit et l'économie, les lettres et les sciences humaines et les langues, et ensuite les sciences et techniques. Alors ces trois pôles se développent à partir de 1945, et c'est dans le contexte de mai 68, de cette révolte étudiante nationale, dont Jean-Yves nous parlera tout à l'heure, que plusieurs centres universitaires vont être créés un peu partout en France. C'est la politique du gouvernement de l'époque, et sous la houlette d'Edgar Faure, qui est ministre de l'Enseignement supérieur à ce moment-là, sont créées différentes universités, dont l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, université qui est créée de par la volonté du tissu local. Dans la création et le développement de cette université, les collectivités locales, et notamment le maire de Pau de l'époque, Louis Sallenave, jouent un rôle fondamental. Il a fait l'acquisition, enfin pas lui, mais la mairie de Pau, sous sa houlette, a fait l'acquisition de terrains sur lesquels se trouve le campus actuel. Il met à la disposition de la faculté de Bordeaux, puis de l'UPPA ensuite, les villas dans lesquelles vont se développer, les anciennes villas du 19e siècle, dans lesquelles vont se développer les premiers enseignements, la Villa Laurence, la Villa Formose, donc, dans lesquels vont se développer les premiers cours, dans laquelle l'administration va s'implanter. Donc ils jouent un rôle central, et d'autres vont soutenir aussi dans le tissu local le développement de cette université. La SNPA, la Société nationale des pétroles d'Aquitaine, qui devient Elf Aquitaine, Elferap, ou Elferap, Elf Aquitaine, je ne sais plus dans quel ordre, puis ensuite Total, qui va jouer un rôle fondamental pour le développement tant matériel que dans le soutien à la recherche de cette université. Et ce qui caractérisera d'ailleurs l'université de Pau, et qui la caractérise toujours à l'heure actuelle, c'est que ce volet recherche a toujours été fondamental, a joué un rôle central dans le développement de l'université, peut-être plus que la pédagogie, même s'il y a des enseignements à Pau, mais la recherche est le moteur
de l'université de Pau, parce que cette insertion avec les entreprises est quelque chose de fondamental. Donc c'est Total, mais ce n'est pas que Total, c'est d'autres éléments. Et puis d'autres collectivités vont s'adjoindre ensuite. Alors les maires de Pau, que ce soit André Labarrère après 1971, puisqu'il était élu maire à ce moment-là, et puis ceux qui lui succéderont poursuivent ce soutien. Et dans les autres territoires, que ce soit à Bayonne, où Grenet joue un rôle fondamental, le maire de Bayonne, mais aussi ensuite, on le verra à Tarbes, quand l'UPPA se développe à Tarbes, où les élus locaux, et là c'est Jean Glavany qui a joué un rôle important à ce moment-là, que ce soit ensuite dans les Landes, à Mont-de-Marsan, où on retrouve cette fois le président du Conseil général des Landes, Henri Emmanuelli, qui joue un rôle important, le tissu politique local joue un rôle central pour le développement de l'UPPA. Donc c'est une université de territoire, c'est une université qui se développe avec l'aide de son territoire et qui s'insère dans son territoire d'un point de vue des acteurs du territoire. Ce sont les acteurs économiques, politiques, administratifs qui essaient de structurer ce territoire. Alors pas qu'à Pau, parce que l'université de Pau n'est pas une université de Pau avec des satellites, c'est une université multisite, ce qui est assez rare en France, avec des sites qui essaient d'être équilibrés. Enfin, il y a un déséquilibre bien évidemment puisque la direction est ici et que les effectifs sont ici, mais le Pays Basque est un pôle qui s'est développé plus tardivement avec les IUT et puis des formations complètes, mais c'est un pôle qui est dynamique, dans lequel il y a une pression démographique qui fait qu'aujourd'hui, c'est un pôle qui est très dynamique. Quand le STAPS, les sports se sont développés à Tarbes, il y a une vraie dynamique démographique. Donc il y a véritablement une université multisite. Et ce que l'UPPA n'est pas arrivé à faire, et pourtant les collègues qui ont créé cette université l'auraient souhaité, c'est de structurer une région administrative autonome des Pays de l'Adour, voire même ils réclament la création d'un rectorat spécifique pour les Pays de l'Adour à l'époque, mais ça, ils n'y arriveront pas. Alors, j'ai envie, en rebondissant, mais cette fois-ci avec ma casquette d'antiquisant, puisque tu m'as présenté également, il y a une réelle cohérence historique. Les Pays de l'Adour, là je vais faire juste un petit détail d'histoire antique, les Pays de l'Adour forment véritablement à l'époque antique une frontière, finalement. On mange dans une vaisselle tout à fait spécifique dans le sud de l'Aquitaine. On a des monnaies tout à fait particulières qui ne sont pas du tout celles que l'on a du côté de la Garonne, etc. Et on regarde plutôt du côté de l'Espagne, en fait. On a beaucoup plus de liens, finalement, avec l'autre côté des Pyrénées. On y reviendra, mais en effet, le fait que tu parles justement de cette zone Adour, il y a une cohérence. Il y a une cohérence, et même déjà à l'époque moderne, ou ensuite à l'époque moderne, on a également une cohérence entre les Landes, la Bigorre, le Pays Basque, le Béarn. Il y a quelque chose donc qui lie, sur le plan politique, coutumier également, et patrimonial, qui lie ces endroits. Donc Pau, vous l'avez bien dit, l'université, c'est une université de territoire. Alors, est-ce que c'est pas un petit peu, une autre question qui découle de ce que vous venez de dire, est-ce que c'est pas le lot de toutes les petites universités que de compter surtout sur le tissu local plus que, je dirais, sur l'État central, d'une certaine manière, pour vivre, et pour survivre parfois? Oui et non. Oui, parce que sans le tissu local, l'université n'aurait pas trouvé la force qu'elle a eue de se développer, et parce que ce lien qui existe, il est pérenne, c'est-à-dire que le lien avec les entreprises notamment, c'est pas un contrat de recherche qui s'est fait pour 2-3 ans, c'est quelque chose qui dure depuis un demi-siècle, voire plus, et ça c'est quelque chose de pérenne. L'UPPA a des partenaires qui se sont inscrits dans la durée. Alors il y a des hauts et des bas, bien évidemment, c'est la vie. Mais en même temps, l'UPPA a aussi su se tourner vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a un vrai regard sur le transfrontalier, tu l'as dit, du côté espagnol. Je crois qu'il y a des liens naturels qui se sont forgés après le franquisme avec l'Espagne, encore que un grand professeur d'histoire qui s'appelait Manuel Tuñón de Lara, qui était un réfugié politique espagnol, a été enseignant à l'université de Pau au tout début, dans les premières années de cette université. Victor pourra en parler beaucoup mieux que moi. Mais c'est aussi une université qui a toujours été en lien avec le national, je dirais, dans des tissus de la recherche nationaux. Je donnerai il y a 2 exemples. Il y a eu des laboratoires qui ont été habilités par le CNRS très vite, très tôt, ce qui est assez rare, que ce soit en sciences, dans les sciences dures ou en sciences humaines. Les géographes ont été très tôt soutenus par le CNRS. Beaucoup de collègues de l'université de Pau, à un moment donné, ont été insérés dans les réseaux de la recherche nationaux dans les années récentes sur les nouveaux types d'appels à projets type ANR, dès le départ
dans les comités ANR, c'est-à-dire l'Agence nationale de la recherche, qui finance aujourd'hui les grandes recherches, la plupart des recherches à l'université, on a eu des collègues qui ont été très vite dans ces comités, dans les conseils d'administration. Donc il y a véritablement une insertion des acteurs de l'université dans des réseaux nationaux, et qui se poursuit encore aujourd'hui. Le label ICIT dont bénéficie l'université, qui est un des grands programmes d'investissement d'avenir. L'université de Pau est une petite université, c'est la plus petite à l'échelle nationale à avoir ce label, mais il n'y en a que sur les 70 universités qui existent à l'heure actuelle à peu près. Il y en avait plus de 80 à un moment donné, maintenant il y en a eu 87 au maximum, il y en a un peu moins aujourd'hui, mais l'université de Pau est une des 10 lauréates sur 87. Donc des ICIT, ouais, des programmes. Alors il y a les IDEX et les ICIT. Les IDEX c'est pour les grandes, les ICIT ça dépend de la taille et du nombre d'étudiants dans les universités. Mais nous sommes la plus petite et nous sommes les seuls à être seuls. C'est-à-dire ce n'est pas une alliance d'universités et ce n'est pas non plus une alliance voilà, qui prévoit des fusions de centres, etc. Donc c'est assez important et on ne peut pas avoir cela si on n'est que sur le territoire local. Et l'UPPA vient d'être université européenne, je le rappelle, dans un consortium de... le chiffre est en train... on passe à 9, ouais, on est 6, on passe à 9 universités, et l'UPPA devient université européenne. Donc ça veut dire qu'il y a une insertion nationale et aussi internationale. Alors, avant de partir trop loin, c'est-à-dire que là, en effet, on avait traversé la frontière, on est parti à l'échelle de l'Europe, et en effet, on parlera également des partenaires, aujourd'hui officiels de l'université de Pau. Moi, je voudrais revenir un petit peu avant, puisqu'il était prévu, en effet, de parler de l'université, son ancrage dans sa ville. Et quand on dit sa ville, c'est celle qui cristallise, centralise, je ne sais pas comment on peut dire, le territoire, c'est Pau en particulier. On a déjà eu une petite géographie rapide de l'université. Est-ce qu'on peut la rappeler, cette géographie, c'est-à-dire la construction progressive et les lieux? Alors, si on part du XVIe siècle, attention, je peux juste en parler, puis après je laisserai la parole. Là, on est obligé d'aller sur l'Escar en particulier. Donc là, il y a quelques déplacements. On n'est pas que sur Pau, mais vraiment dans la zone un peu large de l'Escar. Mais si on revient sur Pau, l'université ou les instituts, les collèges, comme Laurent Jalabert le rappelait, où s'est-on promené avant de se stabiliser sur le campus actuel? Peut-être qu'en venant ici à pied, vous êtes passé devant le lycée Louis Barthou. Et si on ne prend pas la première université, mais la deuxième, si on compte, il y a eu une université dans l'actuel lycée Louis Barthou, qui était l'université de la faculté de droit et de théologie, qui existait au XVIIIe siècle. Et quand on voit le titre de ces journées, Reconstruire, se reconstruire, cette université est créée dans les années 1720, elle disparaît, parce que au moment de la Révolution, on cesse de payer les enseignants. Et les enseignants adorent leur métier, j'imagine, à l'époque comme aujourd'hui, mais quand ils sont moins payés, ou quand ils ne sont plus payés du tout, ils cessent d'enseigner. Et donc cette université disparaît d'elle-même au moment de la Révolution française. Et à partir dès le Premier Empire, une des revendications des élites paloises, c'est « il faut de nouveau une université ». Et sans cesse, ce discours va être répété au XIXe siècle. Au XXe siècle, à un moment, on reproduit dans le livre une délibération du Conseil municipal de 1924 qui demande encore une fois la reconstruction de l'université à Pau. Avec un argument qui est toujours étonnant, parce que c'est le même de nos jours, c'est les étudiants palois ou les étudiants béarnais, s'ils veulent suivre un enseignement supérieur, doivent aller soit à Bordeaux, soit à Toulouse, et c'est loin. Au XVIIIe, au XIXe, au XXe et au XXIe siècle, les arguments sont relativement proches. Et tu disais, au XVIIIe siècle, il y avait aussi cette idée qu'il fallait former également des juristes, des gens, des administratifs capables de travailler pour le Parlement de Navarre aussi. Comme vous le savez, quand le Béarn a été rattaché au Royaume de France en 1620, il y a eu un Parlement qui a été créé. Donc pas un Parlement, c'est pas un Parlement comme le Parlement national, c'était une Cour de justice. Et donc pour cela, il fait rendre justice, et il fallait un ensemble d'officiers, de juges, et tous les métiers, les avocats, etc. Donc on voulait les former localement et éviter qu'on les forme à Bordeaux et à Toulouse. Donc un des premiers endroits, c'est Louis Barthou, sur le XVIIIe siècle. Ensuite, comme l'a dit rapidement Laurent Jalabert tout à l'heure, en 1946, après la Seconde Guerre mondiale, et toujours cette revendication quand Louis Salna fera un discours au château de Pau pour évoquer le début de cet institut d'études juridiques,
et économique, il évoquera, il l'inscrira dans la continuité de cette université du XVIIIe siècle. Donc d'abord, c'est la Villa Laurence, ou certains l'appellent la Villa Lavrance, qui a été récupérée par la municipalité de Pau, et que la ville de Pau, en soutien de cet enseignement supérieur, met à disposition de la faculté de droit de Bordeaux. Donc vous avez dans la Villa Laurence, notamment dans le livre, il y a des témoignages d'anciens étudiants, et en l'occurrence étudiantes, qui ont été étudiants à cette époque-là, qui n'étaient pas vraiment adaptés pour des enseignements. Et il y a, alors je crois qu'il n'est pas dans le livre, mais je l'avais lu, le bâtiment vivait, il y avait des termites, et donc il y avait un très riche en termites. Donc la Villa Laurence, c'est le premier endroit, et donc l'Institut d'études juridiques, juste dans les années 60, et ensuite cette Villa Laurence, où vous connaissez avec le parc, deviendra la présidence de l'université pendant longtemps. Et il y avait une villa juste à côté, la Villa Fanny, qui était aussi un lieu administratif. Ça, c'est le premier lieu. Ensuite, on l'a déjà dit, Louis Salnave veut à tout prix donc, créer une université, et donc il va, en fonction de ce que l'État veut bien lui concéder, et donc il fait acheter la Villa Formose, avenue Général de Gaulle. Quand vous allez vers Tarbes, vous avez une très très belle villa qui était vendue par ses propriétaires et que la municipalité rachète. Dernièrement, si vous passez par ce coin-là, il y avait un ensemble de préfabriqués derrière qui sont en train d'être détruits, donc maintenant il y a un trou béant, mais il y avait des préfabriqués où les étudiants étudiaient et parlaient de la gadoue et de la boue l'hiver venu, ça ne vous étonnera pas totalement. Et donc ça, c'est l'Institut de Lettres. Là encore, il y a des photographies, ce n'était pas vraiment un lieu fait pour... Il a été adapté, on a créé un amphithéâtre en bas, mais ce n'était pas un lieu adapté. Et ensuite, dès les années 50, fin des années 50, le Salnave, toujours avec cette volonté de créer une université à Pau, achète un ensemble, et exproprie un ensemble de fermes qui sont où est le campus actuellement. Donc il y a là encore dans le livre, vous verrez les photos aériennes, il y a encore des fermes à l'époque, il y a encore quelques maisons qui ont été expropriées, qui ont été détruites, et on fait un énorme campus qui est le campus actuel. Après, vous avez d'autres bâtiments qui ont disparu. Ceux qui ont fait du droit dans les années 60-70 se rappelleront des préfabriqués qui ont duré très longtemps, du chemin du Micoulot, où il y a actuellement la gendarmerie, les locaux de la gendarmerie. Donc la géographie, donc, c'est Villa Laurence, Villa Formose, le campus. Le premier collège scientifique, donc là encore, le rôle de la mairie, c'était à côté de l'université actuelle, là où plus ou moins il y a le centre commercial avec un carrefour, je crois. Donc il y a un ensemble de bâtiments très très provisoires qui ont été prêtés par la mairie et qui ensuite tout a été intégré dans le campus. Et donc le premier bâtiment du campus est la cantine en 1962. Et ensuite le grand bâtiment de sciences en 64. Et ensuite, vous allez avoir pendant assez longtemps une certaine unité qui fait le plaisir des étudiants, des enseignants et des visiteurs. C'est-à-dire que le même architecte va signer de nombreux bâtiments, pas tous, mais plusieurs d'entre eux, qui est André Grésy, et qui est un architecte palois, et qui va donc signer la faculté de lettres, la faculté de droit, et un ensemble de bâtiments, ce qui va donner une certaine unité qui n'a pas été continuée jusqu'à nos jours dans les formes architecturales. Et là, pour Pau, je ne vais pas parler des autres campus. Ah oui. Oui, et rapidement, il y a des bâtiments aujourd'hui dans la Technopole, de l'autre côté, avec le grand centre de recherche que peu de gens connaissent, qui est l'IPREM, et qui est le bâtiment un peu où se développent les recherches les plus pointues de l'UPPA, et le NSGTI aussi est de l'autre côté, à côté du lycée, de l'autre côté de la rue, à côté du lycée Saint-Jean-de-Perse. Donc l'université n'est pas que dans le campus, elle est toujours sortie aujourd'hui du campus. Alors, en vous écoutant, ce qui peut paraître un peu étonnant, mais ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu cette volonté des autorités politiques, économiques certes, mais politiques. C'est-à-dire que la préfiguration, Victor, tu disais, dans les années 50 déjà, on voyait où pouvait se trouver le campus. On voit bien que le décret, c'est 70, ce n'est pas 50, mais on voit bien qu'il y avait une anticipation quand même des politiques. Alors il faut savoir que où il y a le campus, le plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension de Léon Jossely, le plan de 1928, prévoyait un aérodrome. Donc voilà, si tu prends ce plan, 28 modifié après en 1933, tu as aérodrome sur l'endroit où nous avons le campus. Alors,
c'est sûr que depuis 70, l'université a bien décollé, ça c'est certes évident. Vous parliez surtout, je reviens sur les chantiers. Alors aujourd'hui aussi, il ne faut pas croire que l'université s'est stabilisée, que nous avons une vitesse de croisière. C'est pas vrai du tout. Nous avons toutes les semaines, une personne qui nous envoie un mail avec « Attention, voilà les travaux en cours sur le campus cette semaine ». Ça veut dire que cette université, on l'entend vivre, on a des sens de circulation qui changent. En tout cas, c'est vrai, on a des bâtiments qui se construisent. Donc c'est quand même une université qui grandit dans la ville, qui grandit pas seulement à Pau, parce que là, à Pau, c'est visible pour les Palois, mais c'est une université quand même qui a grandi sur ses sites, que ce soit Mont-de-Marsan, que ce soit la Côte Basque, que ce soit Tarbes. Donc on a eu plusieurs vagues de construction. Et là, ce qui est intéressant de rappeler, c'est peut-être à la fois l'effectif actuel des étudiants et de voir un petit peu également les tendances. Quels sont les sites disons, parmi les 4 qui ont le vent en poupe, ceux qui ont véritablement une identité marquée. Alors, l'identité, tous les sites ont une identité, ça c'est évident. Actuellement, on est aux alentours de 14 000. Mais il faut savoir que le maximum d'étudiants à Pau, avec pas la même offre de formation, ça a été dans les années 96-97, avec 14 500 étudiants. Il y a une vraie crise de croissance, on peut dire crise, parce que ça a été très agité d'ailleurs à ces moments-là. Et on est redescendu ensuite, il y a une dizaine d'années, qui faisait un peu le désespoir des présidents de l'université, parce qu'il y avait de moins en moins d'inscrits. On est descendu sous les 11 000, et puis c'est reparti lentement, mais en croissance continue, maintenant, depuis, on va dire, 7-8 ans. Mais il y a eu un mauvais moment, une décennie, où vraiment on perdait étudiants sur étudiants. Et les grands espoirs, Laurent, tu me corriges si je me trompe, c'est les grands espoirs pour les années qui viennent, c'est le développement de nos sites sur Bayonne, sur la côte, où il y a une vraie particularité qui n'est pas brillante pour la côte basque, à savoir il y a une anomalie en ce qui concerne le nombre de bacheliers qui poursuivent en études supérieures. Et donc là, vraiment, cette partie des Pyrénées-Atlantiques est vraiment décrochée par rapport aux chiffres nationaux, parce que l'étudiant potentiel ne part pas ou difficilement du Pays Basque. Il y avait une grande tradition de prendre le train, d'aller faire ses études à Bordeaux pendant très longtemps, mais bon, c'était pas des énormes bataillons. Et là, vraiment, il y a un énorme potentiel et sur lequel réfléchissent année après année nos présidents. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les retenir? Que développer sur site? Oui, il faut remarquer que les évolutions d'effectifs à l'université de Pau se calent à peu près sur les évolutions nationales. C'est-à-dire que l'université de Pau, elle est comme toutes les universités, c'est-à-dire qu'on a une poussée d'effectifs dans le contexte du baby-boom, fin des années 60, début des années 70, surtout fin des années 60, ce qui explique que l'université soit créée. D'ailleurs, elle devient un établissement autonome parce qu'il y a une poussée d'effectifs et que Bordeaux et Toulouse sont saturés, donc on cherche à créer d'autres pôles. Puis il y a une deuxième poussée d'effectifs qui est très marquée dans les années 90, comme tu le dis. Début années 90. Voilà, qui est la conséquence de la politique qui est menée alors par les gouvernements et tout le monde. Enfin, pour tous ceux qui ont connu cette période, c'est l'époque où Chevènement annonce 80% d'une classe d'âge au bac. Et à partir de là, on est vraiment dans cette dynamique d'élargir au maximum les effectifs de l'université. Et donc, l'université de Pau est exsangue. Et donc là, on a effectivement plus de 14 000 étudiants et donc des mécontentements, des mouvements sociaux. Ensuite, on a une baisse. Et cette baisse, elle est nationale. À partir des années 2000, début des années 2000, il y a une baisse qui va s'inscrire pendant une dizaine d'années et avec des effectifs qui s'effondrent, et ce qui a créé des problèmes de gestion, puisque du coup, comme les effectifs baissaient, eh bien, les universités reçoivent moins de dotations de l'État. On parle de sureffectifs, d'encadrement, de surencadrement, et les universités doivent se battre pour expliquer régulièrement au ministre, pour expliquer à l'échelle nationale qu'il faut maintenir ces taux d'encadrement, parce que les effectifs étudiants, c'est quelque chose d'instable, parce que la démographie, c'est quelque chose d'instable, et donc là, il y a effectivement des tensions avec le ministère qui sont fortes. Et aujourd'hui, le potentiel il est au Pays Basque. Au Pays Basque, la caractéristique qu'évoquait Jean-Yves, c'est que c'est le territoire en France où le nombre de bacheliers ne poursuivant pas leurs études dans le supérieur est le plus élevé.
avec une vraie question qui se pose. Alors, des réponses, on en a. C'est parce qu'il y a un bassin d'emploi qui est assez dynamique et donc beaucoup de bacheliers rentrent dans la vie active immédiatement parce qu'il y a des emplois. Alors des emplois précaires, mais il y a des emplois, ce qui n'est pas un peu moins le cas peut-être dans notre territoire. Et une autre vraie question qui se pose, c'est quand même dans ce territoire, et c'est une question que sont toujours posées les universitaires palois, et auxquelles il a été toujours difficile de répondre, c'est essayer de diversifier l'offre de formation pour fixer les bacheliers. Quels que soient les bacheliers, c'est-à-dire les meilleurs bacheliers, les très bons bacheliers qui veulent faire médecine, qui veulent aller, ou qui veulent d'autres bacheliers qui veulent aller vers certaines formations qui n'existent pas pour... Des gros effectifs vont vers la psychologie souvent, et à Pau, il n'y a pas de psychologie. Donc, il y a une perte des étudiants, que ce soit au Pays Basque ou dans le Béarn, sur un certain nombre de formations qui n'existent pas. Et là, on peut dire que nos petits camarades des territoires environnants, je pense aux Bordelais particulièrement, ont tout fait pour éviter qu'il y ait trop de diversification des formations universitaires dans les pays de l'Adour. Juste 2 chiffres pour quantifier cette évolution des effectifs estudiantaires. 1976, il y a 870 000 étudiants. 2019, en France. 2019, 2 700 000. Et chaque année, c'est 30 000 de plus. Depuis 2019, c'est un vrai problème que les syndicats discutent avec, et les présidents d'université discutent avec notre ministre, Madame Vidal, et c'est 30 000 de plus chaque année. Soit 30 000, c'est une université de taille moyenne, c'est 2 fois Pau. Chaque année, qui rentre, et sans moyens supplémentaires, etc., etc. Et on pourrait mettre un chiffre en parallèle, celui de la diminution du nombre de titulaires dans l'université. Alors, la grande catastrophe, c'est que, voilà, lorsqu'il y a eu une énorme réforme des universités, lorsqu'elles sont passées aux responsabilités, à la RCE, les responsabilités élargies. La loi Pécresse de 2007. Alors là, les universités sont rentrées progressivement. Et là, nous étions dans une phase de décroissance. Et les universités, alors Pau n'était pas dans le premier bataillon, mais quand même assez vite embrayé. Nous avons discuté en 2010 avec le ministère. Eh bien, il faut savoir que nos budgets, massivement, là, on va dire à 95% de notre enveloppe actuelle, et elle est construite sur ces discussions et ce que ça représentait en 2010. À savoir que le ministère, alors ça c'est vrai pour Pau, mais c'est vrai pour tout le monde, le ministère a le plus grand mal à reconnaître ce qu'on appelle le glissement vieillesse technicité, à savoir que Victor, Laurent, moi-même, on prend des années et on monte des échelons et parfois on a des promotions, etc. Et donc on coûte, mine de rien, plus on vieillit, plus on coûte cher à l'université. Et donc, sauf que le ministère ne reconnaît pas cela. Alors chaque année, il y a des discussions épiques où il donne 10% de ce qu'on lui fait remonter, quoi. Donc on peut dire que massivement, les universités françaises sont dans des situations financières difficiles, voire très difficiles. Au début, ça touchait que les petites, Le Havre, Orléans, Pau. Alors nous, on a été touchés très tôt. Et on leur envoyait arriver dans les forums, tout ça. Oui, vous gérez mal, etc. Oula, dès que ça a touché Paris 1, Paris 4, et ça les a touchés en 2014-2015, alors tout d'un coup, non, il y a un vrai problème de financement. Bienvenue au club. Nous, on l'a eu d'entrée et voilà. Alors ça c'est au niveau, je dirais, presque de la direction de l'université. Mais au niveau, je dirais, des étudiants, est-ce qu'il y a eu des impacts? Est-ce que les étudiants ont réagi sur certains moments forts, moments clés? Alors oui, alors bien sûr, mais là je vais être... Oui, ça a été très vivant. Il faut savoir que Pau, pendant, on va dire, une petite vingtaine d'années, a eu une certaine réputation. Si on voulait savoir si l'université française bougeait, on regardait qu'est-ce qui se passait à Rennes 2, à Nanterre. C'est pas le Mirail à Toulouse, quand même. Non, mais pas loin. On regardait le Mirail, on regardait Montpellier et Sciences Humaines, et on regardait Pau. Et en effet, on peut dire quand même qu'entre 1995 et même un peu avant, tout le monde a bougé avec Devaquet. Puis l'affaire Saunier-CIT. Oui, alors c'est vrai. Mais là, tout le monde a... Ouais. Alors, ça a bougé en continu, sauf au début. Laurent peut le raconter mieux que moi. En 1968,
en fait, ça a été très calme à Pau. Et justement, ça a servi pour vendre le projet Faites une université à Pau. Regardez, c'est une des très rares universités où les examens ont eu lieu en juin. Il y a eu un petit groupe, là, il y avait un lecteur d'anglais qui s'est fait un nom, Kenneth White, hein, c'est le fondateur de la géopoétique, qui a essayé d'animer ça un peu. Il arrivait de Paris et tout, ça n'a pas mordu. Il y a eu quelques réflexions, etc. Le préfet a dit oui au départ, après il a sonné la fin de la récréation. Il s'est quasiment rien passé en mai 68 à Pau. Donc, et ça a servi à vraiment à pousser le dossier. Oui, oui, s'il vous plaît, faites-nous une université à Pau. Vous voyez, ils sont pas très revendicatifs. Ça a bien changé par la suite. Parce que lorsque l'université de plein exercice a été créée, confrontée depuis toujours à des problèmes d'effectifs, enfin d'enseignants, hein, des problèmes de financement, des problèmes de murs. Les premières crises en 1976 avec Sonia CIT et Pierre Paillet qui est dans la salle a bien connu, hein. Veto arrivant de Paris où Pau est vilipendé en disant vous voyez une petite université qui nous demande des moyens, c'est l'exemple même d'université qui ne devrait pas exister, et donc ça a été très chaud, hein, des bras de force avec le ministère pour maintenir, hein, des licences qui existaient, et donc l'habilitation avait été refusée et coupée. Donc ça a été chaud en 1976. Alors, les étudiants appuyés et les enseignants aussi. Et le président de l'époque a eu des mots très, très fermes qu'on a pu retrouver depuis. Le président expliquant à la presse que s'il n'obtenait pas raison du ministère, il saurait le rappeler à l'occasion des élections, des prochaines élections législatives. On n'a jamais vu ça depuis, hein, jamais vu ça depuis. Donc ça a été chaud en 76, évidemment, ça a été très chaud, mais nationalement, ça a été très chaud pour ce qu'on appelait la loi de Vaquet, hein, en 85. À Pau, ça a été particulièrement intense en 95, l'année 95, parce qu'on était dans cet optimum d'étudiants, 14 000 étudiants. On débordait. Il y avait des projets d'extension, hein, ils ont été réalisés, mais avec un temps de retard. Et donc, ça a été vraiment... toute l'année a été très, très chaude, avec des blocages, et puis l'épisode qui a fait que Pau a eu quelques minutes dans les journaux télévisés, où Claude Logénie avait été retenu pendant 2 jours, ainsi que son secrétaire administratif, et d'où la descente d'un envoyé spécial et la rediscussion de moyens supplémentaires, hein. Les syndicats étudiants et enseignants demandaient 285 postes. Ça correspondait aux dizaines de milliers d'heures complémentaires qui étaient réalisées, hein, parce qu'il n'y avait pas les titulaires pour les faire. Et au final, un plan d'une 100 postes, hein, avait été accordé. Alors, on a entendu, hein, lorsqu'il y a eu un événement très officiel à l'UPPA, le maire de Pau est venu et il a rappelé qu'il avait accordé ces 100 postes. Non sans mal, hein. Il a fallu vraiment qu'il y ait un bras de force, parce que au début de l'année 95, c'était 4 postes qui devaient descendre, hein. Donc son ministère les a peut-être crachés, mais il a tout fallu, hein. Il a vraiment tout fallu. Et ça a continué après, mais un peu comme nationalement, hein, l'épisode du Jupeton, du CPE, l'université a vraiment accompagné, hein, les étudiants, les enseignants. Il y a eu des moments impressionnants, des manifestations, mais 8000, on est parti à 8000 du campus pour aller au centre-ville. Alors j'ai bien connu ça, hein. Pour ça, mes archives m'ont resservi, parce que j'avais gardé beaucoup de choses à ces époques-là. Il y a eu vraiment des moments très grands. Et puis ça s'est éteint, curieusement, en 2010, où on est passé à un autre mode d'université, hein, vraiment le piège à Zozo parfait. Et même nationalement, les étudiants n'ont pas embrayé, parce qu'il faut le dire, l'UNAFIDE, qui était le grand syndicat de l'époque, a été un tantinet acheté, et donc il ne s'est rien passé. Donc Julliard, qui est désormais qui a un poste à la mairie de Paris, a joué un triste rôle à ce moment-là. Et il faut le savoir, sans les étudiants, les enseignants et le personnel ne peuvent pas faire grand-chose. S'il n'y a pas une union, hein, il se passe, hélas, pas grand-chose. Alors, justement, ce que tu dis, Jean-Yves, par rapport à ce qui ne se passe pas grand-chose. Alors,
il ne se passe pas grand-chose, en effet, dans le sens des mouvements, peut-être des mouvements sociaux, des choses, mais l'université avance. Donc pour finir tout de même sur une note positive, c'est-à-dire qu'on a amorcé un petit peu tout à l'heure en parlant de l'ouverture à l'international en particulier. Donc moi j'aimerais revenir juste pour finir sur les grands défis actuels, puisqu'on est dans la reconstruction et la construction. On va prendre l'université comme une sorte de personnes véritablement qui se relancent sur une activité. Aujourd'hui, quels sont les grands défis, quelles sont les grandes choses qui nous attendent véritablement pour continuer à faire vivre cette université dans sa ville ou dans ses villes? Alors l'histoire des universités, en tout cas les 50 dernières années, nous montre que c'est un éternel construire et reconstruire. On le fait, je dirais, de façon perpétuelle parce que l'université dépend beaucoup des lois et des politiques publiques qui sont menées par les gouvernements. Si on prend les 50 dernières années, il y a eu la loi Faure, appelée loi d'autonomie sur les universités. On a eu son unicité entre-temps, mais surtout la loi Savary, qui est la deuxième autonomie, puis la loi Pécresse, qui est une nouvelle autonomie. Entre-temps, on a européanisé les formations. On est passé non plus à des années, mais à des semestres universitaires. On est passé au processus de Bologne. C'est-à-dire qu'au départ, on avait des DUG, des licences, des maîtrises, des DEA et des ESS et des thèses de doctorat. Aujourd'hui, on est sur le LMD, 3, 5, 8, licence, master, doctorat. Donc l'université s'est toujours reconstruit en fonction de ce que la loi lui impose. Et là, c'est vrai qu'on ne s'est jamais autant reconstruit que depuis la loi Pécresse de 2007, qui a tout bouleversé de façon très discrète et surtout très imperceptible, je dirais, dans la façon dont les choses se sont mises en place. En fait, ce ne sont pas des lois, je dirais, comme les précédentes qui tombent du haut et qui nécessitent des adaptations. Ce sont des lois la loi Pécresse et puis la loi Fioraso qui a suivi derrière, et puis la loi qui a été votée encore dans la très grande discrétion des fêtes de fin d'année l'année dernière, avec des décrets qui ont été ensuite diffusés actuellement, qui continuent, mais les premiers ont été diffusés l'été dernier, ou au milieu des confinements, bref, peu importe. Ce sont des leviers qui sont créés. Et ces leviers imposent à l'université de répondre à des défis, mais qui ne sont pas des impératifs qui sont fixés par l'État. On ne nous demande pas de créer du LMD aujourd'hui. On nous dit, tenez, vous avez un appel à projet, débrouillez-vous-en. Donc soit on prend ce levier, soit on ne le prend pas. On a un appel à projet sur la recherche, on y va ou on n'y va pas. Personne ne nous oblige à y aller. Autrefois, quand on nous disait vous devez faire le LMD, vous faites le LMD. Aujourd'hui, quand on nous dit vous voulez avoir des financements pour des formations d'excellence transfrontalières, pour faire une université européenne, rien ne nous impose d'y aller. Donc c'est des politiques incitatives, c'est des politiques de levier, c'est des politiques qui amènent une recomposition permanente de notre fonctionnement interne et donc de la fonction même de l'enseignant-chercheur. Parce que tout ça, c'est nous qui le faisons, les enseignants-chercheurs, avec l'appui des personnels administratifs. On est parfois confronté à une telle demande, tellement l'offre est précise et forte qu'on doit aller chercher des cabinets pour nous aider. Donc tout ça fait partie d'un nouveau mode de gestion de l'université qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était, je dirais, même au début des années 2000. Dans les 10 dernières années, on a eu cette mutation extrêmement importante. Et comme le disait Jean-Yves, l'université de Pau, ce que disait Jean-Yves, c'est qu'en termes de personnel titulaire, vous avez des chiffres dans le livre. Aujourd'hui, dans la masse salariale, nous avons énormément de contractuels qui sont des gens de niveau, qui sont des docteurs, des post-doctorants, qui occupent des fonctions parfois qui sont équivalentes de celles d'un enseignant-chercheur titulaire là-dessus, parce qu'ils ont les compétences, etc., mais qu'il n'y a pas d'emploi de fonctionnaire pour eux. Mais aujourd'hui, tous ces leviers, l'université de Pau, je dirais parmi les petites universités en France, fait partie de celles qui ont su s'en emparer très tôt, ce qui explique qu'aujourd'hui, elle ait pu obtenir tous les labels dont elle bénéficie. Et elle a pu le faire, je crois, pour 3 raisons. D'abord parce qu'il y a eu des équipes dynamiques qui ont animé la direction des établissements, des composantes, etc., ou des directeurs de laboratoire. Parce qu'elle a eu des chercheurs qui s'inséraient véritablement dans cette dynamique de la recherche et qui ont pu avoir, ou qui ont acquis pendant les 20-30 dernières années,
un savoir-faire en la matière, mais aussi des publications de niveau international qui a permis de bien positionner certaines disciplines. Je pense à la physique et la chimie, par exemple, qui sont les moteurs de l'établissement. Et ensuite, parce qu'elle a pu, et on retombe un peu sur ce qu'on disait au départ, elle a pu s'appuyer sur un tissu local qui a toujours été là pour la soutenir. Alors pour les collectivités territoriales, aujourd'hui c'est la région qui soutient essentiellement l'UPPA, la région Nouvelle-Aquitaine, qui est un acteur central, et les entreprises. Et ça c'est une caractéristique rare. Nous sommes une université qui a l'appui des entreprises de ce territoire, et ça c'est fondamental. L'agglomération de Pau joue pleinement son jeu, celle de Lac aussi, donc on finance des thèses, Bayonne aussi, donc on va beaucoup plus vers eux d'ailleurs pour l'opération de financement de la recherche et y répondre, ça, il faut le dire. Parfois en discutant avec des collègues on va dire des universités parisiennes sur ce plan-là, ils me disent mais oui, mais vous avez de la chance, vous avez les départements qui mettent des financements, les collectivités, alors que nous non. Et c'est vrai que pour peut-être finir, la dimension européenne, vous l'avez cité tout à l'heure, de cette université, donc cette université qui s'appelle UNITA, qui réunit actuellement, mais pour parler, pour augmenter le nombre, on est 6 pour l'instant, mais c'est fait, ça y est, c'est signé il n'y a pas très longtemps. Alors. Donc voilà, donc l'université, on est de taille, donc on fait partie d'une université européenne où il y a des acteurs universitaires de pays qui sont donc étrangers, à savoir Roumanie, Italie, Roumanie, Espagne Portugal. Et Portugal. Donc en effet, on est autour d'une thématique commune. Tout de même, on se ressemble d'une certaine manière. Il y a un socle commun qui est celui de la montagne, du piémont, de la ruralité aussi. Donc la base qui relie ces deux universités, il y a une logique, peut-être géographique éventuellement, peut-être aussi d'activité autour des activités liées à la montagne et au piémont en particulier. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que dans cette dimension-là, Pau, qui est une petite université de province finalement, se retrouve à la table de grandes universités comme Saragosse, Turin. C'est quand même des universités qui ont une taille internationale. Donc voilà, la donne également au niveau international a changé pour propulser Pau certainement vers un avenir. Oui, c'est Turin qui est leader de ce projet, puisque c'est le pilote, l'université italienne. Il y a une seconde université italienne qui vient de rentrer, qui est Brescia. Puis on a nos voisins de Saragosse et de Pampelune aujourd'hui, Chambéry en France, et puis 2 universités portugaises, Victor, l'université de Beira, c'est ça, et l'autre, je ne sais plus laquelle c'est la dernière. Et Timișoara en Roumanie. Effectivement, donc avec 2 thématiques, la montagne et aussi la montagne, la ruralité et les langues romanes qui nous caractérisent pour tous ces territoires. Voilà, donc c'est une université européenne. Très bien. Alors, l'idée, c'est faire de la mobilité, mobilité pas uniquement que les chercheurs, les étudiants. On met le paquet là-dessus. Tout à fait. Alors, il est temps de passer aussi la parole à la salle pour voir s'il y a des questions dans la salle. Donc, on va vous donner des micros s'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions, en savoir un petit peu plus sur certaines thématiques qui ont été développées. Voilà, donc attendez avant de poser la question on vous donne le micro. Oui, bonjour. Depuis 1970, la date à laquelle je suis arrivé à Pau en tant qu'enseignant-chercheur, je me pose toujours la question, est-ce qu'on peut mesurer l'évolution de la qualité de ce qui se fait ici, et aussi la question de la satisfaction de notre public étudiant? Est-ce que vous avez élaboré des instruments pour cela, ou est-ce que vous en avez trouvé? Voilà, moi je reçois encore partiellement les courriels de l'université, donc je vois les jurys de thèse, je vois que les collègues de mon ex-université ne peinent pas à trouver des jurys constitués de gens qui viennent d'un peu partout, donc je me dis qu'ils sont quand même reconnus un peu. C'est peut-être pas le classement de Shanghai, mais tout de même, c'est une sorte de reconnaissance. Oui, alors on a des indices. Alors l'UPPA vient de rentrer dans un des classements. Je ne sais plus lequel parce qu'il y en a de plus en plus. Et ces classements, de toute façon, privilégient le quantitatif sur le qualitatif.
Donc quand on est 14 000 étudiants, il faudrait qu'on en ait... les universités qui sont rentrées, c'est les universités qui ont 60 100 000 étudiants en France aujourd'hui. Hein. C'est celles-là qui sont au plus haut, puisque c'est le nombre qui compte, c'est pas ramené à des valeurs relatives par rapport aux capacités d'enseignants ou d'étudiants. Mais oui, je crois que nous avons des outils d'évaluation. Pour les enseignements aujourd'hui, tous nos enseignements sont évalués par les étudiants. Il existe une structure au sein de l'établissement qui est un suivi de chaque enseignement. Et chaque année, nous avons aujourd'hui ce qui n'existait pas il y a 4-5, un peu plus de 10 ans peut-être. Voilà. Il y a 10 ans, ça n'existait pas. On reçoit chaque année, 6 mois après la fin d'un cours, on reçoit une évaluation de ce qu'on a fait avec nos étudiants. C'est anonyme, bien évidemment, hein, mais on sait à peu près comment les étudiants perçoivent nos cours. Alors, on peut avoir des remarques très négatives de certains étudiants, on peut avoir des remarques très positives, on peut nous faire des reproches directement, ouvertement, et puis voilà. Ou alors, les étudiants peuvent afficher leur satisfaction aussi. On a des indices aussi aujourd'hui sur le suivi professionnel des étudiants. Puisque là-dessus, nous avons un observatoire sur le suivi, le devenir professionnel des étudiants. Et l'Université de Pau se situe plutôt pas mal là-dessus, notamment pour les masters et doctorats, où on a... alors, après, c'est très ciblé selon les formations, mais c'est vrai que pour les masters professionnels notamment, nous avons de très bons taux d'insertion des étudiants dans le tissu professionnel, que ce soit en sciences ou que ce soit en sciences humaines, notamment, on a de bons taux. Et puis... oui, je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'enseignants-chercheurs, quand on veut faire un jury de thèse, je crois qu'avec Jean-Yves, on est assez habitué de la chose. On n'a pas trop de mal à faire venir des collègues de l'extérieur quand on organise des colloques, des journées d'études non plus, et inversement. Il y a pas mal d'universitaires palois aujourd'hui qui sont à l'ANR, qui sont au CNU, qui sont dans les comités d'évaluation nationaux de la HCERS. Je crois qu'on a un taux qui est parmi les plus élevés en France aujourd'hui en termes d'expertise. Dans les objectifs de l'université, c'est augmenter le nombre de docteurs produits. Et donc, par exemple, les écoles doctorales mettent en place des différents types de politiques pour aider. Par exemple, moi, j'ai été directeur de l'école doctorale sciences humaines et sciences sociales et humanités, et on finançait les jurys. Mais à hauteur assez importante. Lorsqu'on a été évalué, il n'en revenait pas. Savoir que j'allouais une enveloppe 1 200 € et le laboratoire pour me mettre derrière aussi, pour faire venir des jurys et donc qu'ils puissent prendre un avion et venir participer. Et ça, quand les évaluateurs sont venus nous rencontrer, parce qu'on est évalué régulièrement, ils n'en revenaient pas. C'était à cette hauteur-là, ça n'existait pas ailleurs, quoi. Dans les documents qu'on a utilisés pour écrire le livre, on a beaucoup étudié, c'est des archives qu'a trouvé Victor, les évaluations nationales. Une chose que je ne vous dirai pas, mais donc, tous les 5-6 ans, l'université est évaluée par des pairs, par des collègues d'autres universités. Et donc, dans les archives nationales, il y a un peu les coulisses, c'est-à-dire les évaluations avant qu'elles soient un peu peaufinées, on retire les phrases les plus acerbes, etc. Mais, évidemment, vous n'aurez rien de tout cela dans le livre. Juste pour ajouter, vous posez la question de savoir si les enseignants, en particulier les enseignants-chercheurs, les gens qui sont aussi dans des laboratoires CNRS de l'Université de Pau, on a quand même des personnes, des personnalités, on va dire, de premier plan dans la recherche, que ce soit en droit en particulier, avec des gens qui ont travaillé pour le Conseil d'État, des gens qui également, on parlait de l'IPREM tout à l'heure, dans la sphère de la physique ou de la chimie, qui possèdent des machines en particulier. J'en ai visité une la semaine dernière, on est pratiquement les seuls à en avoir en France. Donc il y a quand même des spécialités, il y a des sortes de niches véritablement, où les chercheurs, disons, de l'Université de Pau sont parmi les plus éminents. Finalement, non seulement au niveau national, mais parfois aussi international. Donc en effet, oui, Pau peut se positionner et on peut calculer, on peut mesurer d'une certaine manière la pertinence véritablement d'avoir cette université de proximité, mais qui fait aussi du travail au niveau donc, de l'excellence scientifique, comme on peut dire. D'autres questions ? Donc s'il n'y a pas d'autres questions, nous avons un timing très serré, à savoir 1 heure.
Il nous reste exactement 10 secondes. Ça me laisse juste le temps de remercier donc nos invités, merci encore, de remercier le public également pour son assistance et de clore cet entretien. Merci beaucoup.